Alors, je suis très content de vous retrouver ce matin. On va faire un petit cours, donc en rapport, le lundi matin, en rapport avec une mitzvah de la semaine. C'est un cours que j'ai eu le plaisir de faire avec Monsieur Alain Morali. Bonjour Monsieur Morali. On a essayé de le faire une Il fois faudrait par fermer le semaine. micro. Ouais, Ah oui, oui, essayez oui, de oui, fermer oui. les micros s'il vous plaît. Alors, ce que je vous propose, c'est un cours. Euh, je vais essayer de le vulgariser au mieux possible et que tout le monde puisse, que ce soit audible, bien que ce soit un petit peu technique, mais je pense que ça sera quelque chose qui sera facile à comprendre. On va essayer en tout cas. Quoi qu'il en soit, si vous avez une question, n'hésitez pas à m'interrompre sans aucun souci. Voilà. Alors, voilà, il est 10h10, on va commencer. Je vous propose donc de se concentrer sur une mitzvah de la paracha de la semaine et de pouvoir développer au mieux des aspects qui concernent la vie de tous les jours. Ça va nous permettre de pouvoir passer un bon Shabbat lorsqu'on lira cette paracha et de pouvoir un petit peu mieux comprendre pourquoi est-ce que dans nos habitudes quotidiennes, eh bien, on a l'habitude de faire telle chose ou ne pas faire telle chose. Alors, dans la paracha de Nassau, le sujet que je vous propose de développer aujourd'hui, c'est la mitzvah de Birkat Kohanim. En effet, il est écrit, alors je vais des fois disparaître et vous montrer sur l'ordinateur les sources sur lesquelles je m'appuie. Donc vous les aurez en face de vous. Elles seront malheureusement en hébreu, mais je vais tout faire pour que ce soit vulgarisé et que ce soit le plus clair possible. Donc vous savez que dans la paracha de Nassau, nous lisons la bracha des Kohanim. Yevarechecha Hashem veishmerecha. Que Hashem il puisse te bénir et te garder. Yaher Hashem panav elecha virchoneka. Qu'Hashem il puisse t'éclairer et t'être favorable. Issa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. Et Issa Hashem panav elecha, que Hashem il puisse élever sa face vers toi, v'yasem lecha shalom, et faire reposer la paix sur toi. Donc cette Birkat Kohanim, la Gemara dans Sota apprend qu'il y a possiblement 3 mitzvot de la Torah à dire cette bracha. Je vous montre tout de suite. Alors, la Gemara dans Sota, elle se... Voilà. La Gemara dans Sota. Alors attendez, 30 secondes, j'essaie de faire au mieux. Voilà. Alors la Gemara dans Sota se trouve à la page 38b, à ce niveau-là. Kol Kohen, she'eno ole laduchan, over bishosha ase. Alors la Gemara le propose, le formule de la manière négative, mais de la manière négative, on comprend le positif. Tout Kohen qui ne monte pas au Duchan, donc le Duchan, c'est là où il s'élève pour faire la bénédiction sur tout le peuple, over bishosha ase. Il transgresse 3 mitzvot ase, 3 ordres de la Torah. En effet, il est marqué une fois dans la Torah, Ko tevarechu, ainsi vous bénirez. C'est dans notre paracha de Nassau. Ko tevarechu et ben Israël. Ainsi vous bénirez. On comprend la Gemara qu'il y a ici un ordre caché, de manière allusive, où il faut le faire, où il faut effectivement bénir le peuple d'Israël. Et donc un Kohen ne doit pas refuser, lorsque on se trouve à la tefila, il ne doit pas refuser à bénir le peuple. Deuxième ordre,
est mort lahem. C'est la fin de ce verset. On est toujours dans Nassau. Ko tevarechu et béné Israël, ve est mort lahem. Et dis-leur, il y a ici, comprend la Gemara, une injonction faite aux Kohanim à bénir le peuple au moment des prières. Troisième injonction, ve samu et shemi al béné Israël, va'ani avarachem. Vesamu et Shemi et Ben Israël, on est ici, et vous mettrez mon nom sur les Ben Israël, Va'avarechem, et je les bénirai. Il y a ici une troisième injonction. De là comprend la Gemara qu'il y a trois injonctions à bénir le peuple. Et la question qui va se poser, évidemment, et que je vous pose, vous pouvez réagir, c'est comment se fait-il que dans les synagogues, surtout de rite ashkénaze, en Chutz Laaretz, dans la diaspora, comment se fait-il que l'on a annulé ce rite? Effectivement, vous constatez que cet usage que les Kohanim bénissent le peuple ne se fait uniquement pendant les fêtes de Shavuot, Sukkot, Pessah, Rosh Hashanah et Kippour. Tandis que dans le rite séfarade, nous retrouvons cette obligation. Vous allez dans les synagogues de Rambam, de Heschel, entre autres, de Chavetz Chaim à Strasbourg, et vous constaterez que la Birkat Kohanim, s'il y a Kohen, elle se fait de manière quotidienne, tous les jours. Chaque jour, vous avez des Kohanim qui montent sur les marches du Haron, ou bien devant le Haron, et qui bénissent le peuple par cette bracha. Chose qui n'existe pas dans le rite ashkénaze. Et la question qui se pose évidemment, c'est comment est-il possible? Et cet usage, c'est un usage, vous le verrez, qui est ancestral, qui n'est pas nouveau. C'est un usage, vous allez le voir tout de suite, qui existe depuis les Rishonim, c'est-à-dire depuis les rabbins du Moyen-Âge. Comment donc est-ce possible que déjà depuis l'époque des rabbins du Moyen-Âge, eh bien, on ait supplanté 3 mitzvot de la Torah, qui sont a priori d'ordre toraïque, puisque la Gemara nous dit que si un Kohen ne le fait pas, il les transgresse. Il faut croire que s'il les fait, il les accomplit. On appelle ça en hébreu, très rapidement, Lav Haba Miklal Aseh. Ça veut dire que j'entends de l'injonction de la Torah que si je ne le fais pas, je fais un lave. Et donc, j'entends que si je les fais, j'accomplis des mitzvot positifs. Donc ça va dans les deux sens, si vous voulez. Comment est-il possible que nous, les Ashkénazim, eh bien, nous n'ayons plus ce rite alors qu'il s'agit de 3 mitzvot positives? C'est quelque chose qui est un petit peu compliqué à comprendre. Alors on va développer ce sujet et essayer de comprendre, premièrement, pourquoi est-ce que ce rite ashkénaze eh bien, a perdu cette obligation de faire la Birkat Kohanim, alors que c'est une mitzvah a priori d'ordre de la Torah. Pourquoi est-ce que pendant les fêtes, eh bien, cela est non seulement autorisé, mais cela est coutume? Pourquoi les fêtes oui et Shabbat non? Ça sera la troisième question. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans les fêtes que dans le Shabbat? Pourquoi dans les fêtes, eh bien, les Kohanim pourraient-ils faire la Nessiat Kapaim? Nessiat Kapaim, donc c'est le terme en hébreu pour dire bénir le peuple. Hein. Je l'utiliserai beaucoup de fois aujourd'hui. Nessiat Kapaim, c'est le terme en hébreu pour dire bénir le peuple. Pourquoi Yom Tov oui, Shabbat non? Et la quatrième chose qu'il faudra vérifier, c'est-à-dire qu'il faudra donner des raisons qui puissent, si vous voulez, répondre à tout ça en même temps. Si on a des raisons qui ne répondent pas à tout, il faut croire que cette raison n'est pas complète, ou bien elle devrait être complétée par d'autres choses. Et la quatrième chose, évidemment, c'est pourquoi les rites séfarades, et surtout en Eretz Israël, mais même en Chutz Laaretz, en diaspora, pourquoi le rite séfarade, lui, a-t-il continué à garder cette coutume de faire Nessiat Kapaim, de faire la bracha des Kohanim, de manière quotidienne? Pourquoi les Séfaradim oui, les Ashkénazim non? Donc il va falloir trouver une raison
qui puisse affirmer pourquoi les uns le font et les autres ne le font pas. Voilà, ça c'est le travail du jour, si vous voulez, concernant la mitzvah de Nessiat Kapayim. Donc ça sera plutôt un cours de halakha, pour essayer de comprendre, ou bien un cours de coutume, comme vous voulez, et on va essayer de s'attarder sur ces raisons, si vous voulez bien. Ça marche? C'est clair pour l'instant? D'accord. Alors, on va commencer, donc je vais essayer de vous montrer, en faisant des captures d'écran à chaque fois, les références. Alors, il faut savoir que tout ce que je vais vous donner comme raison, comment se fait-il que le rite ashkénaze, eh bien, ne continue pas à faire la Nessiat Kapayim, la bracha des Kohanim de manière quotidienne, ce seront toujours des raisons a posteriori. C'est-à-dire qu'au fond, tout le monde est d'accord qu'il lui fallut le faire. Et toutes les raisons que je vais vous donner, qui apparaissent dans les plus grands livres de responsa juifs, moyenâgeux et post-moyenâgeuses, Renaissance et plus tard, toutes ces raisons-là ne sont que des raisons pour pouvoir dire a posteriori pourquoi on ne le fait pas. Mais en vérité, dit le Magen Avraham, je vais vous le montrer tout de suite, le Magen Avraham, donc le Magen Avraham est l'un des premiers commentaires qui se trouve sur le Shulchan Aruch. Donc la page du Shulchan Aruch, elle est ici, à la page 2, en haut ou en bas, peu importe. Vous avez en général le Magen Avraham, qui a vécu au début, fin XVIe siècle, et le Taz, le Touré Zahav, le Rav David Alevi, je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Et ce sont les deux grands commentaires. Le Magen Avraham, alors je suis ici, dans le Saïf Katan Aïn. Donc les halachot de Birkat Kohanim se trouvent dans le Shulchan Aruch Orach Haim 128, Kouf, Kaf, Chet. C'est le siman de référence. Et donc, si vous prenez le Shulchan Aruch, il se trouve ici, au même Dalet. Je vais essayer de vous faire attendez, juste une seconde. Partager, non, pas ça. Sondage, non, sécurité. Mais c'est bon, nous on voit. Hein. Ah, vous arrivez à voir? Ok. Alors, je reprends le Rama. Le Rama ici. Il est ici, donc là où je mets ma flèche. Nahagu bechol medinot elu, she'en nosin kapaim ela beyom tov. Donc le Rabbi Moshe Isserlis, qui est la référence halachique du code halachique pour les Ashkenazim, qui a vécu en même temps que le Shulchan Aruch, à peu près dans l'époque début 15e siècle, début 16e siècle, pardon, et qui lorsqu'il a entendu que le Shulchan Aruch, le Rabbi Yosef Karo à Safed, avait écrit son corpus halachique, eh bien, il s'est désisté, le préférant lui laisser la place, et donc il n'a fait que des agaot, ces petits rajouts. Donc ce sont ces petits rajouts dans lesquels il dit Nahagu bechol medinot elu. Nous avons l'usage dans toutes nos contrées, she'en nosin kapaim ela beyom tov, que l'on ne lève les mains. Nosin kapaim, littéralement, ça veut dire lever les mains. Donc lever les mains, les Kohanim, puisque lorsqu'ils font la bracha, ils ont ce geste-là de lever les mains pour bénir le peuple. Et là, Beyom Tov, uniquement Yom Tov. Je n'ai pas envie d'avancer pour vous dire la raison, parce que tout de suite, j'ai envie de vous laisser un peu le suspense. Le Magen Avraham dans le Saïf Katan Aïn, ici. Et là, Beyom Tov, alors je ne me rappelle plus comment il s'appelle ce Sefer, Katav de Mina Garouaou. Le Magen Avraham, déjà, il dit, sachez que c'est un usage qui est médiocre. C'est pas un bon usage de ne pas bénir le peuple de manière quotidienne. C'est un usage médiocre. Mais étant donné que cet usage existe, il va falloir lui trouver des références. Mais en vérité, il eût mieux fallu le faire. Et dans l'histoire du Klal Israël, je reviens, dans l'histoire juive, nous retrouvons deux grandes figures
rabbinique, le Gaon de Vilna, comme ça il témoigne son élève, le rabbi Israël Mishkelov, dans son livre Pe'at HaShulchan, ainsi que le Baal HaTanya. Le Baal HaTanya, donc, qui était le premier rabbi de Lubavitch. Tous les deux, c'est écrit dans les livres de leurs élèves, ont tout fait en leur pouvoir pour pouvoir réhabiliter la bracha des Kohanim de manière quotidienne dans les synagogues ashkénazes. Mais cela ne s'est pas fait malheureusement pour X et une raison. Leurs élèves témoignent comme quoi ils ont eu à chaque fois des petits problèmes de dernière minute, des couacs qui se sont mis à travers leur chemin et qui ont entravé leur envie, leur désir ardent de pouvoir réhabiliter cette coutume. Et ça ne s'est pas fait. Il faut croire que de manière divine, comme Mina Shamaim, comme on dit, ça vient du ciel, ça ne s'est pas fait. Mais quoi qu'il en soit, c'est un Mina Garoua, nous dit le Magen Avraham. C'est un Mina qui n'est pas bon à la base. Mais on va essayer de le comprendre. L'élève du Gaon de Vilna ira jusqu'à dire que son maître, le Gaon de Vilna, qui était connu pour ne pas perdre une seconde dans son étude, eh bien, il était prêt à aller de ville en ville, de synagogue en synagogue, et donc de prendre du temps important dans son étude, et pour pouvoir essayer d'influencer sur les synagogues afin de rétablir cette coutume. Pour vous dire combien est-ce que c'était important à leurs yeux de rétablir cette coutume. Quoi qu'il en soit, on va essayer maintenant de comprendre quelle est la raison. Je vous refais le partage d'écran. Voilà. Alors, la première chose que dit le Bet Yosef, alors le Bet Yosef, c'est le Shulchan. Il y a un commentaire qui s'appelle Bet Yosef sur le tour. Vous le trouverez ici. Attendez, hop, voilà, ici. Voilà. Alors, le Bet Yosef, il est sur le Orach Chaim Siman Kuf Kafret, donc c'est un commentaire que l'on trouve sur le livre Tour, le Arba Tourim. Le Tour qui était le fils du Rosh. Le Tour, c'est son livre, il s'appelait Rabbeinu Yaakov ben Asher. Le fils du Rosh, à peu près 14e siècle, ils ont dû fuir la région Alsace, en fait qui n'était pas encore Alsace, et ils ont dû fuir puisqu'ils se voyaient sur la sellette lorsque l'empereur prusse, je crois que c'était Frédéric quelque chose, eh bien, il a voulu réclamer des rançons aux Juifs afin de pouvoir récupérer un maximum d'argent et avec le Maharam de Rothenburg, eh bien, le Roche a compris que lui, il était le deuxième sur la sellette, et donc il est parti du jour au lendemain, il s'est enfui en Espagne avec ses enfants, le Rabbeinu Yaakov, entre autres. Et il a le premier qui interroge sur ce tour, c'est le Bet Yosef. Le Bet Yosef, c'est Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, qui lui ensuite a écrit donc le grand code, le grand corpus halachique. Le Rabbi Yosef Karo ramène le Hagour. Le Hagour, c'est un livre aussi de Rishon. C'est un Rishon, un Rav du Moyen-Âge qui habitait je crois, à Mayence ou à Marganza. Chez Nishal Mehari Moulan, le Maharil, qui est aussi un livre Rishon. Lama en Kohanim nosin KPM bechol yom. Je suis ici. Pourquoi est-ce que les Kohanim ne font pas la bracha chaque jour? Mais achar chez mitzvah tassé. Alors c'est une mitzvah positive. Veshiv, il a répondu, et ça sera la première réponse qu'on va amener. Il y en aura plusieurs. Veshiv mipnei sheminag kohanim litbol kodem kemo shikatuv behagaot maimoniot. Il a répondu le Hagour. Première réponse, écoutez bien, car l'usage des Kohanim avant de réciter la bracha et de se tremper au mikvé.
Il voulait absolument que ce soit une bracha qui soit la plus pure, qui soit récitée dans la plus grande pureté possible. Et chaque jour, il est difficile de ramper au mikvé, surtout en période hivernale. Ça va répondre pourquoi est-ce que cet usage est vrai dans les synagogues ashkénazes uniquement Yom Tov. Vegam, pourquoi? Parce que le Yom Tov, veille de Yom Tov, vous savez qu'il est d'usage justement d'aller au mikvé. Les hommes ont l'usage d'aller au mikvé veille de Yom Tov, comme cela est écrit dans le Mishnah Brura. On a cet usage. Donc, veille de Yom Tov, c'est plus facile. Tandis que veille de Shabbat, il n'y a pas vraiment d'obligation, si ce n'est qu'il y a une takanat Ezra. Ezra l'avait codifié, mais cela a été perdu avec le temps. Cela est écrit dans Shulchan Aruch, mais cela a été perdu avec le temps. Pourquoi Ezra l'avait codifié à l'époque? C'est ce qu'on appelle Takanat Ezra, Takanat Baal Keri. C'est-à-dire qu'il se pouvait qu'un homme, il avait perdu de la semence durant la semaine, et donc, bien qu'aujourd'hui n'ont plus lieu toutes les lois concernant la pureté des produits agricoles, malgré tout, pour ne pas perdre, une fois que le troisième Beth Amikdash sera reconstruit, pour ne pas perdre les bons réflexes, alors Ezra, il a réclamé à ce que les Bnei Israël, ils aillent au mikvé veille de Shabbat. Mais cela est une takana qui a été peu à peu oubliée, si vous voulez. Par contre, veille de Yom Tov, qui est une takana qui est un décret qui est beaucoup plus récent, cela a été accepté dans les synagogues, et donc c'est pourquoi, vu la difficulté en hiver, on ne le fait pas à part les veilles de Yom Tov. Ça, c'est la première raison que donne le Beth Yosef. Vous comprendrez que cette raison, alors, elle nous permet de comprendre pourquoi veille de Yom Tov, oui, Shabbat, non. Ça nous permet aussi de comprendre pourquoi est-ce que cette coutume a lieu en dehors d'Eretz Israël et pas en Eretz Israël, parce qu'en Eretz Israël, le climat est favorable. Tandis qu'en Chutz Laaretz, surtout dans les pays ashkénazes d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est, le climat était défavorable pour pouvoir se tremper dans des conditions normales dans un mikvé. Et donc, c'est pourquoi cela n'a pas eu lieu. Sur cette raison, il y a deux remarques à faire. La première, elle est faite par le Beth Yosef lui-même. Pourquoi? Il demande le Beth Yosef, va falpi chez nos. Alors, il le dit ici, le Beth Yosef. Première remarque, Veno maspik, mais cela n'est pas suffisant. Qui mâche et kata, mipne shinoagim ni bol kodem, hay khumra datel idekulaou. Il dit, mais attends, c'est pas une obligation d'aller au mikvé avant que les Kohanim récitent la bracha des Kohanim. Il n'y a aucune base talmudique écrite dans le Talmud. Ce n'est que une khumra, c'est-à-dire c'est une sévérité que les Kohanim ont appliquée sur eux, rien de plus. Et à cause d'une sévérité que les Kohanim appliquent sur eux, ça va occasionner une entaille dans la loi. Rappelez-vous, nous avons dit que faire la bracha des Kohanim, c'est une injonction qui implique 3 commandements divins. Sharet Tvira, Lozkera, Betalmud. Ce trempage avant de réciter la Birkat Kohanim n'est pas mentionné dans le Talmud. Et si eux, ils ont pris cet usage sur eux, de se montrer sévères avant de réciter la bracha, d'aller se tremper au mikvé, ça va occasionner de faire une entaille à la loi sur 3 commandements divins. On se montre sévère d'un côté et on perd beaucoup plus de temps. Ça n'a aucun sens. C'est la question que pose le Beth Yosef. Première question. Deuxième remarque que pose le Taz. Le Taz, il va encore plus loin. Alors le Taz, vous l'avez ici. Le Taz, il est donc toujours dans le... Je vous ai dit que c'est un commentaire sur le Shulchan Aruch. Il se trouve dans le Siman 128, et le Taz, c'est le numéro Lamed Zayin, 37. Le Taz dit, donc il ramène le Hagour, et il dit,
Euh, il dit, alors il est ici. Veux-tu, Deha Beret Israël. Il dit, tu vois bien qu'en Eretz Israël, ou Bechol Malchut Mitzrayim, et dans tous les royaumes d'Égypte, c'est-à-dire dans toutes les régions d'Égypte, Gamken, Kol Yemot Hashana, eh bien, nous faisons la Birkat Kohanim. Nosin Kapaim, Kol Yemot Hashana. On fait la Birkat Kohanim toute l'année, de manière quotidienne. Est-ce que tu crois que les hommes, à cause de ce trempage, eh bien, ils vont s'éloigner de leurs femmes chaque soir, sous prétexte qu'ils n'ont pas pu aller au mikvé. Alors, tu vois que ce trempage, ce n'est pas un trempage qui est extrêmement important. La preuve, c'est que s'il l'était vraiment, alors il aurait fallu aller jusqu'au bout et que les hommes s'éloignent de leurs femmes. Alors, à cause de ça, le TAS, il refuse, il révoque cette raison-là. Deuxième raison, pourquoi dans les synagogues ashkénazes non, pourquoi en Yom Tov oui, et pourquoi Shabbat non, etc. C'est le Rama dans le Darkei Moshe. Donc je vous le montre. Le Darkei Moshe, donc c'est le livre du Rabbi Moshe Issialis, avant d'avoir pu écrire ses Agaot, ses rajouts sur le Shulchan Aruch, il a écrit le Darkei Moshe toujours sur le tour. Donc vous le trouverez là-bas sur le tour, Kouf Kafret toujours, au même endroit que là où le Beth Yosef, je l'ai mentionné tout à l'heure. Kaf Aleph, c'est le Darkei Moshe numéro 21, Kaf Aleph. Vani Omer, je vais essayer de mettre plus grand si j'arrive. 30 secondes. On peut le faire nous-mêmes, hein, c'est pas la peine. Ouais, alors, il dit le Darkei Moshe, il est ici, Vani Omer, et moi je pense qu'il y a Ta'am, Shechashouem les Tafel ou Aïkar, qui mechamad bitul melacha, La'am shebelu artzot, Ve'enam shrouim besimcha, ולכן הם נושאים כפיים ביום שיש בו ביטול מלאכה לעם, ואף בשבת אינן נושאים כפיים מפני שטרודים במחשבתם והרהורים על מעשי ידיהם. Je vous dis ce qu'il dit le Darkei Moshe. Il dit la raison pour laquelle dans les synagogues ashkénazes les Kohanim ne récitent pas cette bracha en semaine, c'est parce que le peuple, il est tellement, il n'a pas la tête à ça. Et le peuple et les Kohanim, eh bien, ils ont la tête dans leur business. Est-ce qu'ils vont gagner de l'argent? Est-ce qu'ils vont payer les impôts au Seigneur? Est-ce qu'ils ont des loyers à payer? Et ils ne sont pas shrouim besimcha, ils ne sont pas imprégnés de par la joie. Ils n'ont pas cette joie-là. Ils sont dans le stress permanent du business, de gagner de l'argent, surtout à l'époque moyenâgeuse. Et se lèverait même Shabbat, dit le Darkei Moshe. Parce que même Shabbat, le lendemain Yom Tov, ils ont attendez une seconde, ils ont des pensées profanes. Comment je vais gagner de l'argent? Comment est-ce que je vais devoir payer mon Seigneur? Comment est-ce que je vais devoir, etc., etc. Ils ne sont pas pris par la joie qui est Mo be Yom Tov. Comme Yom Tov, où c'est marqué Yom Tov, Vesamarta bechagecha ve'aita arsamer. Tu seras dans la joie. Donc il dit le Darkei Moshe, la raison pour laquelle dans les synagogues ashkénazes on ne récite pas cette bracha, c'est pas Shabbat en tout cas, et en semaine, c'est parce que les Kohanim, ils sont dans le stress. Ils sont dans le stress permanent. Comment est-ce qu'ils vont gagner de l'argent? Comment ils vont rembourser leurs dettes? Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? Et quelqu'un qui est dans ce stress permanent, dans cette inquiétude, eh bien, il ne peut pas être porteur de bracha. Tandis qu'à Yom Tov, les jours de fête, cela est plus facile. Pourquoi? Parce que les jours de Yom Tov, grâce à l'injonction de Vesamarta bechagecha, tu dois être dans la joie, alors les gens ils trouvent plus de quiétude et ils ont moins ce stress et donc ils ont cette possibilité de faire la bracha en toute quiétude. Je finis juste, après je vous laisse, il y a quelqu'un qui voulait poser une question, je vais lui laisser. Cette raison-là, elle est plus que incroyable. Pourquoi? Il le dit déjà le Rav Moshe Sternbourg dans son Sefer Moadim Uzmanim. Le Rav Moshe Sternbourg,
C'est un Rav Ibadel Chaim Tovim qui vit jusqu'à 120 ans, qui a été le Rav de la Eda Haredite à Jérusalem. Il vit à Arnof, il vit encore aujourd'hui, qu'il ait une grande santé et qu'il puisse vivre jusqu'à 120 ans. Et dans son livre, il dit, mais comment est-ce qu'on peut trouver que les sages, ils ont exempté les Kohanim de pouvoir faire la bracha au peuple parce qu'ils sont en manque de quiétude. Quoi, ça nous empêche de faire les mitzvot? Je vais pas faire de la mitzvah de Lulav, de Shofar, de Shabbat, sous prétexte que je suis pas bien avec moi-même. Je vais arrêter d'aller à la synagogue sous prétexte que je suis inquiet. Je vais arrêter de mettre les tefilines sous prétexte que je dois aller faire le business et je dois arrêter. Tout ça, c'est des raisons suffisantes. C'est incroyable. Alors, Monsieur Morali, alors pour les séfarades dans tout ça, effectivement, ça ne répond pas. Ça ne répond pas pourquoi les séfarades, eux, il faut croire que les séfarades, eh ben, ils avaient un business qui était beaucoup plus... mais c'est vrai que ça ne répond pas. Et les Sfarim le font remarquer, que la raison du Darkei Moshe, elle ne vient pas expliquer pourquoi chez les Sfaradim, oui. Voilà, je vous laisse à vos questions. Est-ce que je suis prêt à répondre à des questions s'il y en a? Allez-y. Ok. Alors les Sfaradim, effectivement, il n'y en a pas. Mais en tout cas, la forte question qu'on peut poser, c'est celle que pose le Rav Moshe Shianbourg sur le Darkei Moshe. Et quoi? Et le Darkei Moshe, le Rama, il l'écrit lui-même. Regardez, je vous le montre. Il l'écrit lui-même dans son livre du Shulchan Aruch, dans le Siman Kuf Kafret. C'est là où je m'étais arrêté. Mishum she'az shruim besimchat yom tov. Pourquoi les communautés ashkénazes n'ont pas l'habitude de le faire et uniquement Yom Tov? Pourquoi que Yom Tov? Mipnei she'az shruim besimchat yom tov. Donc il retient le Darkei Moshe cette raison. Hein. C'est pas une raison qui est virtuelle, c'est une raison qui est bien marquée dans le corpus halachique. Parce que, alors à Yom Tov, nous nous délectons et nous avons le temps de pouvoir apprécier ce temps-là, de ne pas être préoccupé par la vie quotidienne, par les complications de la vie quotidienne. Alors, il l'écrit lui-même, mais encore une fois, je trouve que ça ne suffit pas. Donc, si ça ne suffit pas, on va essayer de continuer, de comprendre un petit peu plus loin. Troisième raison qui est ramenée, c'est dans le Shoot Khatam Sofer. Donc le Khatam Sofer était un rave qui tenait la communauté de Presbourg, qui était à l'époque en Prusse, en Tchécoslovaquie d'aujourd'hui, et qui est devenu par la suite le grand rave de Francfort. Donc c'était un rave d'origine hongroise, austro-hongrois, de Presbourg, et vous savez que la tradition austro-hongroise, c'est très orthodoxe, c'est des rabbins qui étaient de tendance très orthodoxe, un petit peu comme le Rav Schlesinger, qui provient aussi de cette tendance austro-hongroise, et qui tenait absolument à garder les coutumes, même rabbiniques, et qui les tenait à la lettre. Le Shoot Khatam Sofer écrit une autre raison. Il explique que, et ça c'est aussi quelque chose d'incroyable, il explique que la Nessiat Kapaim, je vais vous le montrer où elle se trouve, il dit que la bracha des Kohanim, elle s'appelle Avoda. Elle s'appelle Avoda. Et la Tfila, eh bien, elle vient remplacer la Avoda des Kohanim, le service des Kohanim. Pourquoi nous faisons la Tfila 3 fois par jour? Car cette Tfila, elle est en rapport, elle vient remplacer les korbanot, les sacrifices qui étaient amenés de manière quotidienne. Et étant donné que, dit le Khatam Sofer, étant donné que Ba'avonotenu Arabim, par nos fautes nombreuses, Kol Yemot Achol Trudim Ala Mechia Val Kalkala, donc c'est toujours dans la même logique que ce que nous a dit le Rama tout à l'heure, que tous les jours séculiers, Trudim Ala Mechia Val Kalkala, les Juifs, eh bien, ils sont préoccupés par leur source de Parnassa. Verov atfilot bli kavana vetirda meruba. Et la majorité des tfilot faites par le peuple et par les Kohanim, eh bien, elle est faite sans une intention réelle et avec une préoccupation séculière importante.
Et une fila qui est faite sans bonne intention, c'est comme s'il s'agissait d'un sacrifice qui n'était pas agréé. C'est pourquoi c'est pourquoi eh bien, on fait la bracha des Kohanim et uniquement Yom Tov, car le monde, eh bien, ils ont la tête ouverte. Donc ici, c'est un petit peu comme disait le Rama, juste la différence, c'est que ici, la raison, elle est plus sur le peuple juif qui reçoit la bracha que sur les Kohanim qui font la bracha, si vous voulez. C'est-à-dire que pour pouvoir être un réceptacle de bracha, ici, il ne s'agit pas de celui qui donne la bracha, mais d'être le réceptacle de bracha. Il faut pouvoir avoir la tête ouverte. Il faut pouvoir avoir le cœur ouvert. Il faut enlever tous les soucis de la tête. Et c'est comme ça qu'on reçoit la bracha. Et étant donné que la tefila et la birkat kohanim fait partie d'une avoda, et cette avoda remplace les korbanot, eh bien, la manière qu'un korban n'est pas agréé lorsqu'il est amené avec une mauvaise pensée, de la même manière, la birkat kohanim ne peut pas être prononcée si elle est prononcée avec des mauvaises pensées. C'est plus ou moins la même chose que dit le Rama, et vous comprendrez qu'on aura la même question qu'a posé le Rav Moshe Sternbourg. Véry, vous pensez vraiment qu'on va supplanter des mitzvot de la Torah, 3 mitzvot en l'occurrence, parce qu'on a des pensées ailleurs. Et une autre question qu'on peut poser, c'est est-ce que c'est une raison, et les sages, ils nous ont quand même demandé de faire la Amida. Et bien que l'on sache très bien que notre Amida, eh bien, elle ne soit pas si pure que ça dans les pensées, eh bien, ils ne l'ont pas annulé, cette Amida. Alors, pourquoi annuler la Birkat Kohanim et ne pas annuler l'Amida si les deux font référence au sacrifice amené au temple? Donc, on se trouve, d'après moi, encore dans une impasse. Encore une fois, c'est des raisons a posteriori, mais il faut bien qu'on trouve une raison, sinon, demain matin, on sera dans l'obligation à la grande synagogue de commencer la Birkat Kohanim à la première heure. Le Rav Moshe Sternbourg, il donne une 4e raison, qui est basée sur un très grand chidouche. Très grand chidouche. Je vous explique c'est quoi ce chidouche. Il fait une toute petite nuance en disant qu'il existe 2 types de tfilotes. Il existe la tfila dite communautaire et la tfila de la communauté. Et là est toute la nuance. Il dit il y a des mitzvot que les sages ont institués en rapport avec la tfila dite communautaire. Et il y a des mitzvot qui ont été intégrés à la halakha par rapport à la tfila de la communauté. Quelle différence il y a? La différence, c'est la suivante. Ça s'appelle une tfila communautaire lorsque la tfila, c'est une prière faite par le Shaliach Tzibour avec les 9 personnes qui l'accompagnent. C'est-à-dire que vous avez 10 personnes qui prient en même temps la même chose. Il s'agit d'une prière dite communautaire. On appelle ça Tfila Tfilat Tzibour. C'est la Tfila du Tzibour, de la communauté. Par contre, il y a des fois des mitzvot, par exemple la Chazara. Lorsque l'on répète une seconde fois l'Amida, ça s'appelle la tfila de la communauté. Ce n'est pas la tfila communautaire, mais la tfila de la communauté. Ces types, lorsque le Shaliach Tzibour, le Chazan, il prononce tout seul la bracha, et on n'a pas besoin que les 9 autres l'accompagnent, on a juste besoin qu'ils l'écoutent. C'est plus une mitzvah dite communautaire, mais c'est une mitzvah de la communauté. Le Rav Moshe Sternbourg, il dit, il est Mechadesh, c'est-à-dire que, je vais vous le montrer à l'écran, le Rav Moshe Sternbourg, donc vous pouvez le trouver sur Emroubou, ou bien vous pouvez le trouver si vous avez le Bar-Ilan, la clé Bar-Ilan, il se trouve donc dans Souchout Moadim Mouzvanim, c'est ici. Voilà. Chelek Aleph, tome 1, Siman Lamed Aleph, dans le numéro 31. Siman numéro 31.
Et voilà, il dit ici, il y a Tfilat Hatzibur chez Yesoda des Echad Mitpalel Bekol Rab, Bakol Shomin Mimenu. Il y a une personne qui prie et il y a tout le monde qui écoute. Il faut savoir qu'à l'époque surtout où l'imprimerie n'existait pas, les gens ne priaient pas. Les gens écoutaient le Chazan uniquement, mais ne priaient pas. Ils écoutaient et ils se rendaient quitte par une écoute, uniquement par une écoute. Et c'est pour ça qu'a été instituée d'ailleurs la Chazara de la Mida, la répétition de la Mida, ce qu'on répète une seconde fois avec la Kedusha. C'est ce qu'on appelle Tfilat Hatzibur. Il y a aussi Tfilat Be'Tzibur. La Tfilat Belachash, la Tfilat qui se dit à voix basse, celle-ci, elle s'appelle Tfilat Be'Tzibur, la Tfilat de la communauté. C'est pas Tfilat Hatzibur, c'est pas Tfilat, il y a Tfilat communautaire, Tfilat de la communauté. Dit le Rav Moshe Sheinbourg, la Nesiat Kapaim, la bracha des Kohanim, elle n'a été instituée uniquement sur la Tfilat Betzibur, c'est-à-dire sur la Chazara de la Mida. Lorsque le Chazan, il dit et que les autres écoutent. Mais pas sur la Tfila où 10 personnes font ensemble. Donc, de sorte à ce qu'il explique la chose suivante. Vous savez pourquoi est-ce que nous ne faisons pas la Nesiat Kapaim du coup en Chutz Laaretz? Pourquoi est-ce qu'on ne la fait pas en diaspora? C'est parce que lorsque les Juifs sont montés en diaspora, c'était des Juifs de Babel, de Babylonie, dits intelligents. De sorte à ce qu'ils se trouvaient tellement intelligents qu'ils n'écoutaient plus la Chazara de la Mida, la répétition du Chazan. Ils disaient à quoi bon? Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tous un siddur, on sait tous lire, on se dit à quoi bon répéter et écouter le Chazan puisqu'on l'a déjà fait une première fois. On se trouve, on va dire, dit intelligent, comme si on se disait, cette deuxième fois, on n'a pas besoin de l'écouter. Et donc, la Birkat Kohanim n'a pas lieu d'être, parce qu'on n'écoute plus. La Birkat Kohanim n'a lieu d'être que s'il y a le Chazan qui est écouté de ses 9 fidèles minimum. Mais si on n'écoute plus, comme c'est le cas aujourd'hui, la Nefilat Hapaim n'a plus lieu d'être. Par contre, en Eretz Israël, ou bien chez les Béné Sfarad, comme ça il le dit lui-même, le Rav Moshe Sheinbourg, les gens étaient plus ignorants. Excusez-moi, monsieur Morali, les gens étaient plus ignorants. Ils savaient moins lire, peut-être plus analphabètes. Ils faisaient beaucoup plus confiance à l'écoute qu'à leur récitation eux-mêmes. De telle sorte à ce que la répétition de la Mida était très respectée chez nos frères séfarades, plus que chez nos amis ashkénazes. De sorte à ce que la Nesiat Kapaim a toute sa raison d'être chez les séfarades car ils écoutent. Il en ressort deux chidushim. J'aimerais répondre aussi à mon père qui est présent, qui m'a posé une bonne question hier. Il ressort ici deux choses importantes. La première chose importante, et il le dit le Rav Moshe Sheinbourg, c'est qu'aujourd'hui, si vous allez dans un minyan en Eretz Israël, dans un shtibler par exemple, vous savez, dans ces minyanim qui se font vous trouvez des petits minyanim qui se font à portée de main, comme ça, rapide. On prie un minyan, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre, etc. Eh bien, si vous n'avez pas 10 personnes, dit Rav Moshe Sheinbourg, qui écoutent la Chazara de la Mida, vous ne ferez pas Birkat Kohanim. Même en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'écoute. Et toute la bracha de Birkat Kohanim n'a été instituée que sur cette écoute, ce qu'on appelle Tfilat Betzibur, et pas Tfilat Hatzibur. Grand chidouche. Deuxième grand chidouche, c'est ce que mon père m'a demandé hier, c'est, vous savez, des fois on est pressé le matin et on fait la Mida sans Chazara. C'est-à-dire on la fait en une traite. Le Chazan, il fait la Kedusha direct. Et la question est de savoir à partir d'où il reprend le Chazan. Est-ce qu'il fait tout à voix basse et ensuite, Kaddish ou bien Tachanoun, ou bien non, il doit reprendre à partir des Retse, Hashem, Elokeinu à voix haute jusqu'à Sim Shalom à voix haute. Eh bien, j'ai dit à mon père hier que normalement, il faudrait que le Chazan il puisse réciter Retse, Hashem, Elokeinu à voix haute afin de pouvoir rendre quitte
les fidèles de la Birkat Kohanim, qui doit se lire et qui ne peut se lire que à voix haute et avec des gens qui écoutent. Et mon père, il m'a dit, mais il a entendu de ses maîtres que non, dans les communautés ashkénazes, on dit tout à voix basse, d'une traite à voix basse. Alors je crois que c'est exactement ce que nous dit le Rav Moshe Sternbourg. Le Rav Moshe Sternbourg qui pense que la Birkat Kohanim n'a lieu d'être que si elle est écoutée totalement par les fidèles. Et si on a fait la Mida sans Chazara, ce n'est pas écouté par les fidèles. Du coup, il vaut mieux l'annuler. Et donc, on fait comme il m'a dit mon père, tout à voix basse. Ça, c'est selon Rav Moshe Sternbourg. Je tiens à préciser que ce que dit Rav Moshe Sternbourg, c'est un chidouche. C'est une nouveauté. Donc, on ne peut pas le stipuler dans la loi. C'est un chidouche. C'est une grande nouveauté. Ok. J'aimerais... Oui, bien sûr, allez-y. Voilà. Chez les Ashkenazim, c'est juste le fait que les Kohanim se mettent en place qui ne se fait pas. Le texte, on le dit quand même. Oui. Le texte, les fidèles ne le disent pas, ils l'écoutent. Non, on l'écoute. Mais là, on l'écoute même chez les Ashkenazim. Ça veut dire, ce texte-là, on le dit. La seule chose qui ne se fait pas chez les Ashkenazim, c'est le fait que les Kohanim aillent se laver les mains, viennent et se mettent face au Tzibour. Voilà, alors c'est vrai, vous avez raison. Le Chazan le dit, même chez les Ashkenazim. C'est ça ce que vous voulez dire, n'est-ce pas? Tout à fait. Ouais. Mais ça s'appelle... Alors, est-ce que le fait que le Chazan le dise, ça s'appelle une Birkat Kohanim ou pas? A priori, je vais rebondir tout de suite sur ce que vous dites. A priori, non. Parce que ce n'est pas les Kohanim. Tel que je vous ai rapporté le texte de la Gemara de Sota, l'importance de la Birkat Kohanim n'est que lorsque les Kohanim le récitent. Côté Varechu et Israël, il est marqué dans la paracha de cette semaine de Nassau. Ainsi vous bénirez, à qui Dieu s'adresse lorsqu'il parle à Moshe? Aux Kohanim. Vesamu et Shemi Abni Israël vani avarechem. De qui il s'agit? Des Kohanim. Donc, a priori, la logique la plus simple serait de dire que lorsque le Chazan le dit aujourd'hui, ce n'est qu'à titre d'usage, pour ne pas perdre cet usage lorsque le troisième temple sera reconstruit et qu'on ne saura plus faire tout ça. C'est juste pour ne pas oublier ces usages, si vous voulez. Mais ça ne s'appelle pas une Birkat Kohanim. Ça s'appelle « Je n'oublie pas les usages ancestraux ». C'est tout. Voilà. Alors, je vais quand même rebondir sur ce que vous dites, parce que j'ai dit que cela est la logique la plus simple. Alors voilà. Par contre, il y a un sefer qui s'appelle le sefer Eretz Tzvi. Sefer Eretz Tzvi, il a été écrit par un rabbin pendant la Shoah, qui a vécu pendant la Shoah, qui s'appelait le Rav Tzvi Frumer. C'est un Rav qui était l'élève du rabbi de Sochatchov, Even Avnenezer, qui est devenu ensuite Rosh Yeshiva, qui a vécu la Shoah. Il avait 6 enfants. Il s'est réfugié dans le ghetto de Varsovie. Il a créé une yeshiva dans le ghetto de Varsovie. Et après la révolte du ghetto, il a été emporté à Mauthausen et gazé là-bas avec ses 6 enfants et sa femme. Tout ce qui nous reste, c'est son livre, un livre de responsa, et un livre sur la Torah qu'il a nommé Eretz Tzvi. Et ce rabbin, ce Rav, il dit la chose suivante. Il dit un petit peu ce que vous dites, madame, que le Chazan, eh bien, il a un digne de Shaliach. Il a un statut juridique qui s'appelle émissaire. Et on a un principe qu'un émissaire dans la Torah, il revient à être la personne qu'il a nommée. Shlucho shel Adam kamoto. L'émissaire d'un homme, c'est comme si je l'avais nommé. De sorte à ce que, pour lui, c'est exactement ce que vous dites, le Chazan, lorsqu'il fait la Birkat Kohanim, c'est comme si lui-même, c'était le Kohen qui était ordonné par faire la Birkat Kohanim.
c'est un très grand chidouche. C'est pas la raison la plus simple. C'est un énorme chidouche. Et donc pour lui, c'est la 6e raison, ou la 5e, je ne sais plus où on en est, dans laquelle, selon le Retzvi, eh bien, il en ressort que en vérité, le Chazan qui fait la Birkat Kohanim, c'est comme si c'était les Kohanim qui le disaient. Et donc, on peut comprendre pourquoi dans les synagogues ashkénazes, eh bien, ça ne s'appelle pas une perte de mitzvah de la Torah, parce que finalement, le Chazan le fait. Qu'est-ce que ça change, dit-il, si c'est le Chazan qui le fait au nom des Kohanim, ou si c'est les Kohanim qui les disent eux-mêmes? C'est un petit peu votre logique. Alors, je vous dis juste que votre logique, elle se retrouve dans ce commentaire, dans cet avis même décisionnaire, mais qui est quand même une nouveauté, si vous voulez, une nouveauté à l'Afrique. À la fin, il donne une autre raison, ce rabbin, dans laquelle il dit, c'est marqué qu'on a un principe dans la Gemara de Hérouvine, comme quoi un homme qui est ivre, il est exempté de faire la tefila, la hamida. C'est pourquoi les Kohanim, ils sont exemptés de faire la bracha des Kohanim, 7e raison. Pourquoi? Parce que, c'est un grand chidouche, hein, c'est un chassid, hein, donc il trouve si vous voulez, des raisons un petit peu ésotériques. Il dit, étant donné qu'aujourd'hui, on est tous un peu ivrognes dans la galoute, dans la diaspora, on est tous un peu dans cette... on n'a pas l'esprit reposé, on a ce bilbouladaat, on a un esprit qui est agité. Pourquoi? Et ça équivaut pour lui à être ivre. Et donc, on n'a pas cet esprit reposé. Et donc, on est comme un homme ivre qui est patour de faire, et nous sommes patours, nous sommes exemptés de faire la Birkat Kohanim. Alors, vous allez me dire, alors pourquoi la Midaoui? Alors ça, je ne sais pas. Pourquoi la Midaoui et la Birkat Kohanim? Non, ça, je ne sais pas. En tout cas, donc, on comprendrait pourquoi est-ce que cela est vrai en diaspora et pas en Eretz Israël. Pourquoi Yom Tov et pas Shabbat, ça ne vient pas expliquer. Il y a encore tout plein d'autres raisons qui sont écrites alors, il y a un livre qui a été écrit par un contemporain, c'est un homme extrêmement original, il s'appelle le Rav Tzvi Reisman. Le Rav Tzvi Reisman, c'est un homme contemporain qui vit encore. Il a étudié quand il était jeune à la yeshiva de Hebron et dans la yeshiva Chadash de Tel Aviv avec le Rav Yehuda Kolodowski. Et ces rabbanim lui ont appris à être excellent partout. Donc il a décidé d'être excellent partout, de retourner aux États-Unis, il a ouvert des affaires et il a un grand business d'une entreprise de cosmétiques qui rachète chaque année avec des millions de dollars et c'est une grande multinationale. Et lui, c'est le PDG de cette société. Et toute la journée, il étudie. Ce Rav Tzvi Reisman. Toute la journée, il étudie. Il a même ouvert un organisme qui s'appelle l'organisme Olamot mondial, qui rémunère des rabbanim qui donnent des shiurim quotidiens ou hebdomadaires à travers le monde en leur donnant toutes sortes de références, etc., telles que je vous les présente aujourd'hui. Et il est un peu malade d'ailleurs. On va dédier ce limoud à son. Il a attrapé le coronavirus. Donc il est un peu malade. On va dédier parmi tous les cholim du Klal Israël, parmi tous les malades et entre autres aussi nos malades à nous que l'on connaît, que l'on a et qu'on récite chaque jour, à la réfoua shlema de cet homme qui est extrêmement fort en études de Torah, qui a écrit un sefer qui s'appelle le sefer Ratz Ketzvi. Ratz Ketzvi, et c'est marrant parce que c'est un grand businessman, mais c'est aussi un homme ultra performant dans l'étude. Et donc dans son sefer, je vais vous montrer tout de suite, il ramène encore d'autres raisons. Pourquoi est-ce que, hop, je vais vous les montrer, pourquoi il y aurait, voilà. Alors Ratz Ketzvi, c'est Chelek Bet, donc 2e tome, et dans lequel il explique une par une les raisons. Alors, je vais vous en donner encore 2 ou 3. Il dit, par exemple, il ramène l'octave, le Sefer Netivot les Shabbat, le Sefer Baal Hafla. Le Baal Hafla, à l'époque de Rabbi Akiva Eger, qui était grand rabbin à Francfort, le Hafla'a.
Et le Hafla, il dit, vous savez, il écrit dans la Gemara, dans Ketuvot, que si maintenant, à la synagogue, attendez, je vais mettre en truc, en vidéo. Si on voit un Kohen à la synagogue, on ne sait pas qui c'est. Lui, il dit qu'il est Kohen. Est-ce qu'on lui laisse faire la Birkat Kohanim? Est-ce que on laisse tout un chacun se déclarer être Kohen pour pouvoir faire la Birkat Kohanim, ou tout simplement monter premier dans la Torah? Ou bien non, il va falloir que ce soit un Kohen Meyuchas. Il faut que ce soit un Kohen connu de tous, enfin connu de tous, ou bien connu de 10 personnes, ou de 3 personnes, on verra. Ça, c'est la question que pose la Gemara. Et la Gemara, elle conclut en disant, on peut laisser le Kohen se déclarer être Kohen, et on n'a pas à chercher après son arbre généalogique. Pourquoi? Parce que l'Omachatzi finish. Un homme, il n'a pas cette chutzpah, ce toupet, à se déclarer Kohen alors qu'il ne l'est pas. Comme ça dit la Gemara. Et le Sefer Balafla, il dit tout ça, tu ne peux le dire qu'à Yom Tov où les Juifs sont rassemblés de manière nombreuse à la synagogue. Et donc on peut dire qu'un homme, il n'a pas le toupet. Mais lorsqu'on est 10, 15, 20 personnes à la synagogue le matin de manière quotidienne, alors peut-être qu'un homme, il a effectivement ce toupet-là, de ne pas se faire avoir, de ne pas se faire attraper, de se déclarer Kohen, bien qu'il ne le soit pas. Donc il explique pourquoi est-ce que cela est vrai Yom Tov et pas en semaine. Et pourquoi Yom Tov et pas Shabbat non plus. Parce qu'il faut croire qu'à l'époque, dans les synagogues, les gens ne venaient pas en nombre le Shabbat. Par contre, ils venaient en nombre le Yom Tov. Cela ne va pas expliquer pourquoi les séfarades. Oui, mais cela explique en tout cas pourquoi Yom Tov oui et Shabbat non. Il y a un autre Sefer, il s'appelle le Sefer Bet Ephraim. Sefer Bet Ephraim, c'est à l'époque, c'est au XVIe siècle. 17e siècle, pardon. Fin 17e siècle, début 18e siècle. Le Bet Ephraim, c'était le frère du Sharet Shuvah. C'était un rave qui a aussi fait fortune dans les diamants. Il était extrêmement riche. Il était au départ rabbin, et lorsqu'il a fait fortune dans les diamants, il a dit « Moi, j'arrête la rabbanout ». C'est marqué dans le Pirkei Avot, « Sneet la rabbanout ». Tu dois haïr les rôles rabbiniques. Et donc, il a tout arrêté. Il a dit « Maintenant, je me consacre qu'à l'étude et au business, et j'arrête d'être rabbin ». Et il a écrit du coup plein de livres, Bet Ephraim. Ces livres, ils sont ramenés par le Mishnah Berurah et par toute la Halacha. Et le Sefer Bet Ephraim, c'était un grand... comment est-ce qu'on appelle? C'est un grand généalogiste. Il a écrit un Sefer de généalogie, d'ailleurs, dans lequel il remonte jusqu'à Rashi, jusqu'à David Ameller. Pour lui, Rashi descend de David Ameller, et toute personne qui descend de Rashi descend de David Ameller. Et donc lui, il s'est retrouvé dans cette branche-là. Et il dit un grand chidouche. Il dit la raison pour laquelle en Chutz Laaretz, on ne dit pas Nesiat Kapayim, mais en Eretz Israël, oui. C'est parce que dans la diaspora, on ne sait plus qui est véritablement Cohen. Alors là, c'est une bombe atomique. C'est la révolution. C'est qu'un Cohen qui se dit Cohen en diaspora, c'est pas sûr. Il n'y a rien de sûr derrière tout ça. Tandis qu'un Cohen en Eretz Israël, étant donné que Eretz Israël, pendant 2000 ans, eh bien, on a vécu de manière très restreinte jusqu'à ces 70 dernières années, pardon. Et donc, ça n'a pas vraiment été altéré en Israël, cette généalogie. On a fait attention à ce que les Kohanim se marient avec des gens bien, etc., etc. Chose qu'en diaspora, on a un petit peu perdu. Et donc, il dit, c'est pour ça qu'en Chutz Laaretz, les communautés ashkénazes, les synagogues ashkénazes ne font pas la Birkat Kohanim. C'est parce qu'on ne sait pas qui est véritablement Cohen. Alors vous allez me dire, alors pourquoi Yom Tov oui? Alors il le dit lui-même, Yom Tov oui, parce que... attendez, je vais vous le remontrer. C'est ici, il le ramène, le Rav Reisman. Alors il dit pourquoi Yom Tov oui? Alors il dit parce que Yom Tov finalement c'est le minimum. Excusez-moi, je reviens. Il dit parce que pour Yom Tov, la raison pour laquelle on a institué la Birkat Kohanim, c'est pour ne pas le perdre lorsque le troisième temple il sera détruit.
Donc on a juste voulu marquer le coup 3 fois dans l'année, afin que les synagogues, elles ne perdent pas ce rite, pour qu'il puisse se perpétuer lorsque le troisième temple il sera Bezrat Hashem très rapidement reconstruit. Mais on a voulu le minimiser, le réduire à une peau de chagrin au minimum afin que ça ne s'oublie pas. C'est pour ça que Shabbat, non. C'est pour ça que... Par contre, pourquoi les séfarades, eux, le font? Alors ça, ils n'expliquent pas. Il faut croire que les séfarades le font parce qu'ils avaient leur... au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Égypte, en Israël, en Palestine, eh bien, ils avaient gardé, les Kohanim, des traces importantes de leur généalogie. Donc ça devait, voilà. Alors, on a fait un petit peu le tour. Il y a encore plein de raisons à tout ça. J'ai juste voulu vous montrer rapidement un problème actuel qui est en rapport avec notre paracha et essayer de comprendre pourquoi est-ce que demain, nous, dans nos synagogues ashkénazes, on continuera à ne pas le réciter. Mais encore une fois, ne vous étonnez pas si dans une ou deux générations, des rabbins décident dans les synagogues ashkénazes de revenir à faire la Birkat Kohanim quotidienne. Ça ne sera pas une grande révolution, vu que d'autres grands rabbins ont essayé de le faire sans succès. Et c'est quelque chose qu'il eût mieux fallu faire plutôt que ne pas faire. Voilà. Donc je crois qu'on a fait un petit peu le tour. J'espère que ça vous a plu. C'est un peu technique. Mais... Merci beaucoup. Hein. C'était super, Samy. Vraiment. Merci beaucoup, Samy. Très bien. Avec plaisir. C'était un courrier et aujourd'hui, ça a bien complété. Voilà. Alors, on essaiera la semaine prochaine de faire sur une autre mitzvah en rapport avec la paracha de la semaine. Oui, monsieur Selam. Oui, et juste, je voulais signaler que par rapport à Birkat Kohanim, le grand rabbin Gutman Isaac Letov avait voulu le réintroduire à la grande choule et j'ai assisté personnellement plusieurs fois à la grande choule où les viyim sont sortis pour la Tilat Yadayim des Kohanim. Et donc, ils sont revenus et ils ont fait Birkat Kohanim Berov Am. Le Shabbat, vous parlez Shabbat? Oui, Shabbat. D'accord. Mais écoutez, c'est pas étonnant. Pardon, je ne suis pas certain. En tout cas, Yom Tov, certainement. Voilà, alors Yom Tov, on a dit que dans le Rama, c'est déjà légiféré comme ça. Mais en tout cas, s'il avait décidé de le faire Shabbat, ça serait de sa part quelque chose de... révolutionnaire, mais pas tant que ça, comme on l'a vu. C'est quelque chose qui peut s'entendre. Et encore une fois, la bracha des Kohanim, c'est la seule bracha où Hachem il dit Vani avarachem, ça veut dire Samu Hachemi et Ben Israël Vani avarachem. Ça veut dire qu'il faut croire que cette bracha qui rappelle le shalom, qui rappelle Hachem, Hachem représente le shalom. Et il n'y a pas de shalom sans rappeler Hachem. C'est juste finir avec cette petite idée que ramène le Rav Wolbe, c'est que on a tort, on a l'habitude de croire que la paix, l'idée, la notion de paix, c'est une notion qui pourrait se faire de par les hommes. C'est-à-dire c'est une notion qui suffit de prendre deux personnes et de réunir ensemble et que chacun puisse travailler sur son orgueil, sur lui-même, et en travaillant sur lui-même, on peut arriver à un consensus, à une paix consensuelle. Et le Rav Wolbe, il dit pas du tout. Il dit le shalom, c'est le nom de Dieu. C'est-à-dire qu'en vérité, ça ne passe pas par une paix consensuelle au départ aussi. Il faut aussi que ça passe par un vitour où deux personnes, eh bien, elles prennent sur eux d'enlever toutes leurs mauvaises midotes, toutes leurs crasses, toutes leurs saletés, tout leur orgueil, etc., travail d'humilité, modestie, etc. Mais avant tout, c'est qu'il faut prier Hachem. Ça veut dire que pour qu'il y ait la paix, il faut demander à Hachem qu'on veut la paix. Ça veut dire que la paix n'existe finalement que si derrière, il y a une vraie conscience divine. Et ça, on n'a pas l'habitude de le croire, c'est un grand chidouche, parce qu'on se dit, bah non, la paix, ça va. Il suffit qu'un homme et une femme, ils se parlent bien pour qu'ils fassent la paix. En vérité, c'est pas ça. Si on veut avoir le shalom ba'id, par exemple, la paix dans les foyers, il faut avant tout que les deux personnes soient prédestinées à mettre en avant la notion de Dieu au départ.
il faut que la notion de Dieu soit très, très, très présente. Parce que s'il n'y a pas cette siyata d'Ishmaya, cette aide divine, tous les efforts au monde ne pourront pas aider à ce que deux personnes s'entendent et fassent la paix. Voilà. Donc c'est avec cette idée qu'il faut bien comprendre que la Birkat Kohanim repose sur ça. C'est-à-dire que nous, lorsqu'on entend la bracha des Kohanim, qu'est-ce qu'on entend quelque part? On entend que les bénis Israël qui sont réceptacles de cette bracha et les Kohanim qui sont les intermédiaires à cette bénédiction, eh bien finalement, elles plaident tous les deux pour Dieu. Tous les deux parlent de Dieu, tous les deux ont leurs yeux rivés vers le ciel. Et c'est parce que tous les deux ont les yeux rivés vers le ciel que la paix, elle peut exister. Voilà, c'est avec cette idée et ensuite, bien sûr, il faut tout un travail de midot, de traits de caractère, etc. Évidemment, mais c'est pas, on va dire dans la manière dont ça marche à l'envers. D'abord par Dieu et ensuite par les hommes. Voilà. Exact. Est-ce que je peux poser encore une question? Bien sûr. Par rapport à la Birkat Kohanim, si le Kohen fait la bracha et qu'il n'y a que 10 personnes en tout, du coup il n'y a plus que 9 personnes qui restent et qui l'entendent et qui répondent. Est-ce que ça peut être une raison si le minyan s'il n'y a pas 10 personnes en dehors du Kohen? Alors c'est une Mishnah dans Brachot, ce que vous dites. La Mishnah dans Brachot, elle dit clairement que s'il y a 9 personnes et le Kohen, alors ça marche. Dit la Mishnah, cela marche. Et si le Kohen c'est le Chazan et que tous les autres sont Israël, dit la Mishnah, ça va dépendre si le Chazan Kohen, eh bien, il connaît bien par cœur sa bracha et qu'il est capable de pouvoir rebondir facilement sur la suite de la répétition de la Mida. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les livres. Donc, s'il était capable de le faire, ça marche, et sinon, non. Mais en tout cas, bien sûr, la Mishnah dans Brachot dit que s'ils sont 9 plus un Kohen, ça marche. Ça marche toujours. Pourquoi? C'est toujours la même raison, la même logique. La logique, c'est que la Birkot Kohanim et tout ce qui est d'avar chez Bigdusha, tout ce qui est une chose qui est en rapport avec la sainteté, c'est-à-dire Kaddish, Kedusha, Barechu, etc., ça dépend d'avoir une présence de 10. Ça veut dire que si vous avez une présence de 10 hommes, alors vous pouvez faire Kaddish, Kedusha, Barechu, etc., quand bien même les 10 personnes présentes ne sont pas tous à la même page. Pourquoi? Parce qu'on a besoin tout ce qui est d'avoir chez Kedusha a besoin d'une présence de 10 personnes. Il suffit qu'il y ait un rov, une majorité des 10, c'est-à-dire 6 personnes qui soient effectivement à la même page en train de faire la Kedusha, pour pouvoir justifier la Kedusha. Quand bien même les 10 ne sont pas présents. Parce qu'il faut une présence, c'est le distinguo qu'on a fait tout à l'heure au nom du Rav Moshe Steinbourg entre Tfila Betsibour et Tfila Tatsibour. Mais ce distinguo-là, il existe dans la Halacha. C'est pas Rav Moshe Steinbourg qui l'a dit. C'est un distinguo qu'on voit même dans le Rama, etc. Je vais vous donner par exemple un grand chidouche que dit le Rama, mais qui est écrit, qui est statué comme ça. C'est que si vous avez fait par exemple Barechu à 10 et qu'il y a des gens pressés et qui veulent partir plus tôt, du coup vous n'êtes plus que 7 par exemple. Il y en a 3 qui sont partis, vous n'êtes plus que 7 au moment de la répétition de la Mida, au moment de dire la Kedusha ou le Kaddish. Est-ce qu'on le fait ou pas? Dit le Rama, oui. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a une présence qui a été effective à un moment donné, cela justifie ensuite de pouvoir faire Kaddish, Kedusha, Barechu, tout ce que vous voulez. Parce qu'il y a une présence qui s'est faite au départ. Alors je crois que les Sfardim, ils ne sont pas possèdent comme ça, il me semble. Je ne suis pas sûr en tout cas, mais je ne crois pas. Mais en tout cas, pour le Rama et les communautés ashkénazes, c'est vrai, c'est un grand chidouche. Hein. Des fois, vous voyez des personnes qui sont pressées de partir, on n'est plus 10, on leur dit d'attendre, on n'est pas obligé de leur dire d'attendre. On peut leur dire, vous pouvez partir sans problème. Quand bien même on n'est plus 10, le Kaddish se fera malgré tout. Je crois que j'ai répondu à la question. Merci beaucoup. Voilà.
Une dernière question, s'il vous plaît. Oui, monsieur Salam. Vous avez parlé de Tzibour, Betzibour. Moi, j'ajoute Hatzibour. Alors, vous avez trois termes. Hatzibour, Hatzibour, Betzibour. Quelle différence vous faites entre ça? Voilà, c'est-à-dire qu'il y a la tfila communautaire et la tfila de la communauté. En fait, la différence, le distinguo, est-ce que il suffit d'avoir une personne qui rende quitte tout le monde pour dire que c'est une tfila dite communautaire. Et ça a ses principes, et ça a ses mitzvot, etc. Mais il y a des fois d'autres critères qui dépendent d'avoir une tfila pas communautaire, mais de la communauté. Par exemple, c'est marqué que dans la Gemara dans Brachot, que Dieu il écoute mieux une tfila dite à 10 personnes que faite à 5 ou faite à une, n'est-ce pas? De quelle tfila on parle? Est-ce que c'est la tfila où le chazan il dit tout seul et les 9 écoutent? Ou est-ce qu'il s'agit de la tfila où 10 personnes parlent ensemble? Alors, il est évident qu'il s'agit où les 10 personnes font la tfila ensemble. C'est-à-dire que si vous avez une tfila où on n'est pas 10 à faire ensemble, ça s'appelle 10 individus qui font la tfila. Et ce n'est pas la tfila écoutée par Dieu. La tfila écoutée par Dieu, c'est celle où les 10 se rassemblent ensemble pour dire ensemble. Mais s'il y en a un qui renquille tout le monde, cette tfila, elle n'est pas écoutée par Dieu. Enfin, elle n'est pas écoutée autant par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a cette idée où la tfila de communautaire, qui une remplit tout le monde, et la tfila de la communauté, où 10 personnes se rassemblent et font ensemble. Et ça a ses critères, chaque mitzvah, il va falloir réfléchir, est-ce que c'est une tfila dite communautaire ou de la communauté? Je vais vous donner un autre exemple. Vous savez que là, pendant des semaines et des semaines, nous n'avons pas lu la Kriyat Torah. Depuis la paracha de Kitissa, il me semble. N'est-ce pas, avec le coronavirus? Oui. Eh bien, est-ce qu'il faut les rattraper ou il ne faut pas les rattraper? Dur, Alors, hein? le Rav Chaim de Brisk, qui pense que la Kriyat Torah, la lecture de la Torah prononcée le Shabbat, c'est une Kriyat Torah qui doit être communautaire et non de la communauté. Ça veut dire en vérité, que c'est une tfila qui doit être qui doit être entendue par la communauté, et donc qui doit être rattrapée. Alors le grand rabbin, je crois qu'il a trouvé une petite astuce pour dire pas comme ça. C'est de dire que tout ça, ça n'a été dit que si on a loupé une ou deux, mais si on en a loupé 10 ou une quinzaine, une dizaine, alors il n'y a plus tout ça. Alors je ne sais pas quelles sont ses références. Et comme ça, le grand rabbin Veil, il a dit. Mais en tout cas, à la base, pourquoi est-ce qu'il va falloir rattraper? On est censé rattraper tout ça normalement. C'est parce qu'on pense que la Kriyat Torah, ça repose pas sur l'individu. Ça repose sur la communauté. Et du moment où la communauté l'a entendu, c'est bon. Ça veut dire, par exemple, est-ce que lorsqu'il y a eu le coronavirus, on a besoin, à part la mitzvah de Shnei Mikra Vechat Targum, que bien sûr il faut la dire, mais est-ce qu'on a besoin de chanter le Shabbat chez soi, la paracha? Non. Parce que cette mitzvah ne repose pas sur l'individu. C'est une mitzvah qui repose sur la communauté. Alors bien sûr, il y a une mitzvah sur l'individu qui dit qu'il faut lire 2 fois la Kriyat Torah plus le Targum, une fois la traduction. Ça n'a rien à voir. Je parle exclusivement sur cette idée de Shabbat matin de faire la Kriyat Torah. Ça n'a pas de rapport avec l'individu. Ça a un rapport avec la communauté. Donc vous voyez que chaque mitzvah, il faut réfléchir en se disant sur quoi elle est basée. Sur l'individu ou sur la communauté. La Haftara, la même chose. La Haftara, est-ce qu'on a besoin, quand il y avait le coronavirus, on n'avait pas besoin de dire la Haftara, parce que la Haftara, c'est quelque chose qui incombe sur la communauté. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est de la Kriya du lundi et du jeudi? Alors, la Tfila du lundi et jeudi, c'est aussi sur la communauté. Et ça, c'est pas du tout, c'est beaucoup moins fort dans le sens où c'est quelque chose qui a été instauré que bien plus tard par Moshe, ou par Ezra plutôt, par Ezra. Ezra a dit qu'il était inconcevable que
que la communauté d'Israël, elle n'étudie pas ou elle ne lise pas la Torah à un intervalle de moins de 3 jours, parce qu'on considère qu'après 3 jours, les choses s'oublient. Alors Ezra a institué qu'il ne fallait pas qu'il y ait 3 jours d'intervalle où on ne lise pas la Torah. C'est quelque chose qui a été imposé par rapport au jour du lundi, par rapport au jour du jeudi. Et c'est quelque chose qui est en rapport avec la communauté aussi. Donc si on n'est pas en communauté, ça veut dire avec une présence de 10 personnes, il n'y a pas lieu de la dire. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je voulais vous dire que pendant la guerre et tout de suite après la guerre, à Limoges, le grand rabbin Deutsch, Zecher Tzadik Livracha, avait institué le Birkat Kohanim, mais il ne voulait pas que les personnes qui sont Mechalel Shabbat y participent. Donc il avait demandé à des Kohanim de sortir, ce qui avait vexé des personnes, et c'est alors qu'il a décidé de ne plus la faire. Bravo. Alors c'est intéressant ce que vous dites, Madame Franck, très intéressant, parce qu'effectivement, un Kohen où il y a un doute qu'il soit halal, c'est-à-dire qu'il ne soit pas Kohen ou qu'il soit un Kohen qui transgresse les mitzvot de la Torah de manière publique, il perd son statut un peu de Kohen. Bon, normalement, on n'est pas censé le faire monter à la Torah, etc. etc. Alors, bien sûr, on ne le dit pas en général devant la communauté pour ne pas vexer, parce qu'aujourd'hui, il y a un autre principe qui rentre en jeu, c'est ce que vous dites, Madame Franck, c'est Tinok Shenishba. Le Chazon Ish, il a dit qu'après la guerre, les Juifs, quand bien même ils étaient religieux, ils ne le sont plus, ou bien ils ne l'étaient pas, etc., on ne peut pas considérer que des Juifs qui renient la Torah sont vraiment inaptes à monter à la Torah, etc. Pourquoi? Parce que ce sont des égarés. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas réellement la Torah. Quand bien même elles l'ont pratiquée un jour, mais elles ne connaissent pas réellement les principes de la Torah, les punitions de la Torah, la valeur de la Torah, etc. Parce que ce sont des égarés. C'est un principe qui existe, qui nous permet de pouvoir être clément vis-à-vis de ces personnes-là et de considérer un Mechalel Shabbat, de le faire monter à la Torah, etc., 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 bien que normalement la Halacha l'interdise. Mais on va le faire à cause de ce principe-là. Donc effectivement, quand vous dites que le rabbin Deutsch, à mon avis, il a dû prendre en compte aussi ce paramètre, pensant que les Kohanim qui se vexent, etc., finalement, ce ne sont que des égarés, et on ne peut pas leur refuser carrément, donc vaut mieux ne rien faire plutôt que de faire, et alors qu'ils ont le droit, peut-être que ce sont des Kohanim qui ont le droit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne dit rien. Si un Kohen, il transgresse la loi, on le laisse quand même monter à cause de ce principe, à ce bénéfice du doute dans lequel on dit peut-être c'est un Tinok chez Nishba. C'est un enfant qui s'est égaré, qui ne connaît pas vraiment réellement les valeurs de la Torah. Voilà. Je vais vous laisser, je vais devoir même mariage mixte. Alors non. Alors à cause du mariage mixte, alors pourquoi non le mariage mixte? Alors théoriquement oui. Théoriquement, oui, même un mariage mixte, on devrait laisser dans la logique de Tinok chez Nishba. Mais le fait que le judaïsme orthodoxe a voulu combattre très tôt le judaïsme libéral, et que dans le judaïsme libéral, justement, il y a eu cette idée de mariage mixte qui a été légalisée de manière très générale pour combattre ces libéraux-là. Alors, on a dit jusque-là. Vous avez raison que selon la pure logique de Tinok chez Nishba, on pourrait dire que cela s'applique aussi à un mariage mixte. Merci beaucoup aussi. Ouais, mais encore une fois, le judaïsme orthodoxe, il a décidé de combattre le judaïsme libéral et donc de ne pas accepter, de mettre le haut là, de mettre la ligne rouge, si vous voulez, avec le mariage mixte. Mais c'est plus politique que religieux, si vous voulez. Si on considère que Tinok chez Nishba est un paramètre valable. Merci beaucoup, Samy. Bonne journée, Shavuot Tov. Merci, Shavuot Tov. De bonnes nouvelles et protégez-vous. Et le principe de la mitzvah sur la Torah, c'est très intéressant, c'est bien.
C'est une bonne initiative. Voilà. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Et enfin, j'espère déjà ce soir avec les Teilim. Et protégez-vous bien, malgré le déconfinement. Protégez-vous encore, autant que possible. Tada, Shavua Tov. Shavua Tov, au revoir. Si.